Hier, nous avons étudié l'histoire de la Grande-Bretagne de la fin du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, nous allons aborder un pays qui lui aussi est très moderne pour son époque, bien entendu, à savoir l'ensemble des territoires qui formeront les Provinces-Unies. Vous voyez que j'utilise le présent, le passé et le futur parce qu'effectivement, le pays que nous allons étudier aujourd'hui, ce sont les Provinces-Unies, mais ce pays ne devient les Provinces-Unies qu'à la fin du XVIe siècle. Autrement dit, il m'est même relativement difficile de trouver un titre pour le sujet traité aujourd'hui, parce que ce pays a changé de nom en cours de route, tout simplement. Je pourrais utiliser l'expression Pays-Bas septentrionaux, sauf que cette expression n'a plus de sens à partir de la fin du XVIe siècle. Donc, nous allons étudier l'histoire des Pays-Bas du Nord, grosso modo du XVe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, en étudiant peut-être d'abord les aspects économiques et ensuite les aspects politiques. Il est clair qu'à certains moments, les deux seront un peu mêlés, car vous savez qu'il n'y a pas moyen d'établir comme ça des catégories strictes qui conviennent, je dirais, à notre esprit pour des raisons pédagogiques, mais qui dans la vie courante n'ont pas de sens, bien entendu. Les Pays-Bas du Nord, en effet, ont eu leur destin très lié aux Pays-Bas méridionaux pendant les 2 premiers siècles de la période considérée. Et je crois que, à tout bien réfléchir, je vais plutôt commencer par la partie politique, parce que sinon, vous n'allez rien y comprendre. Je crois que ça me paraît plus sage de suivre d'abord un cadre chronologique lié à la politique. Je vous avais expliqué, il y a 15 jours, 3 semaines, qu'à la fin du XIVe siècle, un duc de Bourgogne, qui s'appelait Philippe le Hardi, avait commencé à rassembler des territoires qui constitueront un jour les Pays-Bas. Je vous avais expliqué plus particulièrement qu'en 1384, ce duc de Bourgogne, qui est le gendre du comte de Flandre, qui avait une fille, que lui, duc de Bourgogne, avait épousée, va donc joindre à ces territoires à partir de la fin du XIVe siècle, donc ce vaste et riche comté qui va être la base de ce nouvel État que sont donc les États bourguignons. Dans la première moitié du XVe siècle, à l'époque de Philippe le Bon, ces États prennent forme. Ce qui est surtout important, puisqu'aujourd'hui je ne m'attache qu'à l'histoire des Pays-Bas septentrionaux, c'est que le Hainaut, la Hollande et la Zélande avaient le même titulaire, il s'agissait de 3 comtés, et que ces 3 comtés vont effectivement être annexés par le duc de Bourgogne. À cette époque, les ducs de Bourgogne sont entourés d'un grand conseil, ce que l'on appelait au XVe siècle le grand conseil ambulatoire, une sorte de grand conseil des ministres, si vous voulez, ou de conseillers, parce que c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, mais de gouvernement, pour être plus précis. Et ce gouvernement circulait, se déplaçait avec le duc de Bourgogne.
d'où son titre d'ambulatoire. Un duc de Bourgogne, qui s'appelle Charles le Téméraire, qui était l'arrière-petit-fils de Philippe le Hardi, va tenter de centraliser plus encore que ses ancêtres les institutions de nos régions. C'est comme ça qu'il va créer le Grand Conseil de Malines, qui est donc une cour suprême dans le domaine de la justice. Mais sous sa fille, Marie de Bourgogne, qui règne de 1477 à 1482, l'échafaudage centralisateur de ses ancêtres va s'écrouler pour quelques années, puisque l'année même de son entrée, comment dirais-je, de sa montée sur le trône, elle va promulguer le grand privilège qui annule les dispositions de son père Charles le Téméraire. Elle avait eu le temps, avant de mourir, d'épouser Maximilien, le fils de Frédéric III, l'empereur du Saint-Empire romain de la nation germanique. Après la mort de son épouse, Maximilien va resserrer les boulons et reprendre la politique de centralisation des ducs de Bourgogne. Son fils, qui monte sur le trône en 1494 et qui règne jusqu'en 1506, poursuit lui aussi cette politique de centralisation. Il va mourir relativement jeune et il laisse un héritier, Charles de Luxembourg, qui est né en 1500 à Gand et qui est le futur Charles Quint, qui se trouvera bientôt à la tête d'un immense empire comprenant les Espagnes, parce qu'il y avait la Castille, l'Aragon, le Léon en particulier, qui va se trouver à la tête également, à partir de 1519, du Saint-Empire romain de la nation germanique, qui dirigera plusieurs territoires en Italie et dans les îles du bassin occidental de la Méditerranée. Il se retrouvera également à la tête de grands et d'immenses territoires dans les Amériques, de quelques comptoirs également sur la côte africaine, mais enfin et surtout, pour le sujet qui nous concerne, il va être prince des Pays-Bas. Ce titre n'existe pas, bien entendu. Je vous ai déjà expliqué antérieurement qu'il sera prince territorial et qu'il portera effectivement des titres différents à la tête de ces principautés territoriales que sont le duché de Brabant, le comté de Flandre, le duché de Limbourg, le duché de Luxembourg, etc. Ce qui est important pour notre sujet d'aujourd'hui, c'est qu'entre 1521 et 1543, donc pendant cette période d'une bonne vingtaine d'années, Charles Quint va annexer les principautés du nord des Pays-Bas qui n'étaient pas encore tombées dans son escarcelle. Je vous montre ça sur la carte qui se trouve derrière moi. Alors, je vais montrer avec mon doigt. Donc, la Zélande, qui se trouve ici, et d'autre part la Hollande, qui se trouve ici, faisait déjà partie de l'héritage bourguignon depuis le XVe siècle, depuis une centaine d'années. Donc tout ce territoire ici. À l'époque de Charles Quint, ce sont les territoires qui se trouvent ici
en hachurés couleur saumon et blanc qui vont être annexés. Il s'agit donc de l'évêché d'Utrecht, 1528, du duché de Gueldre, 1543, de l'Overijssel, 1528, de la Drenthe, 1536, de la Frise, 1524, et enfin du territoire de Groningue en 1536. Donc tous ces territoires-ci, plus le territoire de la Gueldre qui se trouve ici, la région de Murmont et de Venlo, tous ces territoires-ci vont donc être annexés par Charles Quint entre 1521 et 1543. Ça s'ajoute donc à tous les territoires qui se trouvent en Saumon ici, qui appartenaient déjà à Charles Quint. Voilà. Vous avez bien remarqué que je n'ai parlé que des deux comtés qui se trouvent ici, puisque nous allons étudier essentiellement les Pays-Bas septentrionaux aujourd'hui, puisque les Pays-Bas méridionaux ont été étudiés dans une leçon antérieure. Alors, Charles Quint n'a pas le temps de résider dans nos régions une fois qu'il est empereur d'Allemagne, pour faire bref, et d'autre part, roi d'Espagne. Il a d'autres chats à fouetter. Il va donc envoyer d'abord sa tante, Marguerite d'Autriche, puis sa sœur, Marie d'Hongrie à partir de 1530, pour gouverner en son nom ces territoires. Sa tante et sa sœur vont donc être désignées comme gouvernantes générales des Pays-Bas. Dans chacun des duchés et des comtés, vous avez des gouverneurs de province, en fait plus exactement des gouverneurs de duchés et de comtés, qui sont chargés de répercuter dans les duchés et les comtés les ordres de Charles Quint lui-même, via la gouvernante générale. Charles Quint va mettre en place un système qui est celui des conseils collatéraux. J'ai déjà traité de ce sujet également précédemment. Les conseils collatéraux, il y en a trois. Il y a tout d'abord le Conseil d'État, qui s'occupe des grandes affaires politiques et de la politique étrangère. Il y a ensuite le Conseil privé, qui s'occupe en particulier des affaires législatives et du judiciaire, et enfin le Conseil des finances. Ces trois conseils collatéraux flanquent donc la gouvernante générale, qui dès lors ne peut pas décider toute seule. C'est vraiment les conseils collatéraux qui à ce moment décident. Déjà, à l'époque de Charles Quint, la réforme commence à progresser. Donc dès les années 1520. Charles Quint, qui est un souverain qui a des visées absolutistes, tient à ce qu'il n'y ait pas dans les territoires qu'il dirige immédiatement, c'est-à-dire qui sont des territoires héréditaires, ne tient pas à ce qu'il y ait, bien entendu, des dissonances sur le plan religieux. C'est ainsi qu'il publie des placards qui sont des ordonnances qui condamnent les luthériens, les calvinistes et les anabaptistes. Charles Quint abdique en 1555. Son fils, lui, succède. Son fils, donc Philippe II. Dans nos régions, je vous dis bien, parce que pour l'Empire, c'est le frère de Charles Quint, Ferdinand Ier, qui reçoit la totalité de l'héritage. Y compris donc pour les territoires héréditaires d'Autriche, de Styrie, de Carinthie, de Carniole, entre autres, donc en Europe centrale. Il est également roi d'Hongrie.
Philippe II va, lui, aller plus loin dans le contrôle de la gouvernante générale, qui cette fois n'est plus sa tante Marie de Hongrie, mais qui devient sa sœur Marguerite de Parme, sa demi-sœur Marguerite de Parme. Il va la flanquer cette fois d'une consulta, c'est un terme espagnol, une consulta qui est chargée en fait de rendre compte immédiatement au roi d'Espagne de tout ce qui se fait dans les Pays-Bas, mais ceci va susciter beaucoup de contestations. C'est comme ça que Philippe II va devoir, mais c'est un acte, je dirais, relativement secondaire, parce qu'il n'a pas changé le fond de sa politique, retirer le mandat de chef de cette consulta au cardinal de Granvelle, qui doit donc se retirer. Je vous ai dit que Philippe II ne change rien à sa politique absolutiste, ni à sa politique religieuse. L'Inquisition fait même des ravages à cette époque-là en Espagne, et même dans nos régions. Philippe II va envoyer, après le début de ce que l'on appelle la furie iconoclaste à Anvers, c'est-à-dire à partir du moment où les protestants ont commencé à détruire les images dans les églises, les statues des saints dans les églises, en 1566, Philippe II va envoyer le duc d'Albe. Le duc d'Albe qui va mener une politique de terreur en instituant le tribunal des troubles dans nos régions. Et loin de calmer les choses par la répression, tout au contraire, va se former une alliance entre, d'une part, les protestants et l'aristocratie, c'est-à-dire tous ceux qui contestaient le pouvoir en place. Les aristocrates contestent le pouvoir en place, pourquoi? Mais parce qu'ils tiennent à leurs privilèges, qui sont menacés par l'absolutisme de ce roi absolu qu'est Philippe II. Quant aux protestants, eux, ils contestent l'intolérance de Philippe II, qui se présente comme le défenseur de la foi et le bras séculier de la contre-réforme. Je vous rappelle que la contre-réforme est issue des différentes sessions qui se sont tenues dans le nord de l'Italie à Trente entre 1545 et 1563. Le duc d'Albe, finalement, doit partir. Il est remplacé par un personnage qui s'appelle Requesens, mais qui lui aussi échoue dans sa mission. Et c'est pendant cette période de vacances du pouvoir, donc en attente de la désignation, de la nomination d'un nouveau gouverneur général, que les États généraux des Pays-Bas décident de mener la guerre contre Philippe II tant qu'il n'aura pas retiré son armée et tant que ne sera pas instaurée la tolérance religieuse. C'est la fameuse pacification de Gand de 1576. Vous vous rappellerez peut-être que je vous ai parlé de tout ceci lorsque nous avons fait la visite de Nivelles, puisque la date de 1576 et celle de 1566 apparaissaient respectivement sur un bâtiment que nous avons vu, en fer forgé, et en ce qui concerne la première date, 1566, qui correspond au début de la furie iconoclaste, ça correspondait au siège
comment dirais-je, de l'abbesse, de la collégiale de Nivelles et du prévôt. Vous vous souvenez, je vous ai montré cette date de 1566. Voilà, enfin ceci c'est un simple rappel, mais je crois qu'il faut toujours faire le lien entre le vécu, ce que l'on peut montrer à ses élèves, et l'histoire générale, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens, et l'on reste dans une abstraction complète. Après cette date, un nouveau gouverneur général arrive. Il s'agit tout d'abord de Don Juan, qui est le demi-frère de Philippe II. Il n'aboutit pas non plus. Et finalement, c'est Alexandre Farnèse, qui, si je ne me trompe, était le fils de Marguerite de Parme, qui va devenir gouverneur de nos régions et qui, lui, a une politique très habile, très souple, face aux insurgés dans nos principautés. Alexandre Farnèse se rend compte que ça ne sert à rien de mener une politique frontale, purement répressive, comme celle qui avait été menée par le fameux duc d'Albe, qui avait été rappelé précédemment. Il se rend compte qu'il faut à la fois mener des opérations militaires, car Alexandre Farnèse va mener ces opérations militaires, jusqu'au début à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, pour reconquérir un certain nombre de places fortes dans le nord de notre pays, dans le sud de ce qui deviendra un jour les Pays-Bas ou les Provinces-Unies. Mais il faut également user de diplomatie. Il joue avec le chaud et le froid. Il se rend compte qu'on a besoin des deux pour avancer. Et que c'est l'opportunité du moment qui décide si on va plutôt utiliser les armes ou si on va plutôt utiliser la diplomatie. En 1579, dont 3 ans après la pacification de Gand, qui avait mis au fond tout le monde d'accord, 3 provinces vont se détacher de l'état d'esprit et de la lettre également, du texte de la pacification de Gand. Il s'agit du Hainaut, il s'agit de la Flandre gallicante, c'est-à-dire la partie de la Flandre qui se trouve maintenant en France, donc la région de Lille, Douai, Orchy, et de l'Artois également, qui se trouve franchement en France maintenant, c'est la région d'Arras. Je vous montre ça sur la carte. Donc, ce sont ces territoires-ci qui vont se séparer de l'esprit de la pacification de Gand. Donc, c'est le comté d'Artois, ça correspond à la France, en France maintenant. Il y a la Flandre gallicante, c'est cette partie-ci. Et alors, je vous ai dit qu'il y avait un autre territoire, le Hainaut, voilà. Donc, ce sont tous ces territoires-ci qui vont former, à ce moment-là, l'Union d'Arras. L'Union d'Arras. Autrement dit, ce sont des provinces wallonnes qui se détachent à cette date de cette lutte contre Philippe II, tout en continuant à exiger le départ des troupes et continuant également à se battre pour que les privilèges de nos régions soient respectés. Ce ne sera pas vraiment le cas d'ailleurs, comme on le verra. Mais Alexandre Farnèse, évidemment, est déjà tout heureux d'avoir des alliés sur place. En réaction à cette union d'Arras, une autre union, qui est l'union d'Utrecht, est mise en place, qui regroupe toutes les principautés qui se trouvent au nord des Pays-Bas. Et c'est pour ça qu'on peut dire que 1579 est vraiment l'année de rupture qui annonce déjà la création de la République des Provinces-Unies qui est vraiment créée en 1588. Déjà,
il y avait eu, en 1572, des protestants qui avaient débarqué en Zélande et en Hollande contre Philippe II. Ils s'appelaient eux-mêmes les Gueux. Le mot gueux est resté par la suite pour désigner des opposants au régime absolutiste en place. Et c'est par autodérision qu'ils se sont appelés les gueux. Vous savez peut-être d'ailleurs aussi que le mot protestant, puisque les gueux étaient des protestants, bien entendu, calvinistes, le mot protestant vient d'un mot latin qui est testis, qui veut dire témoignage, et protestant signifie ceux qui apportent leur témoignage devant les autres. C'est ça que ça signifie, les protestants, du point de vue religieux. C'est ceux qui apportent leur témoignage religieux. Je vais vous expliquer, non, c'est peut-être aux étudiants en première, que le mot testament, quand on parle du Nouveau de l'Ancien Testament, ne signifie rien d'autre que témoignage. Ça n'a strictement rien à voir avec un acte notarié, bien entendu. Et que la traduction, que le mot testament est la traduction littérale d'un mot grec qui est martyr. Le mot martyr en grec signifie témoignage également. Voilà. Donc vous voyez que ce mot testis est intéressant du point de vue étymologique. Et alors, pour la petite anecdote, mais je ne vais pas trop la soulever ici, vous savez que les hommes disposent également d'un petit témoignage qui se trouve entre leurs jambes, qui veut dire le petit témoignage, testiculus. Donc voilà, vous connaissez l'origine du mot, ça veut dire le petit témoignage. C'est ce qui distingue un homme d'une femme. Bon. Alors, donc j'étais en train de vous expliquer que la Hollande et la Zélande ont été les deux premiers territoires à s'être révoltés parce que dans ces territoires, il y avait des calvinistes vraiment convaincus, militants et très combatifs. Alexandre Farnèse va évidemment jouer sur la différence de confession religieuse entre le Nord et le Sud. Le Sud va rester catholique. Le Nord va devenir calviniste. Et le calvinisme va devenir la religion d'État de ce qui va devenir les Provinces-Unies à partir de 1588. Car je vous ai dit que sur le plan purement politique, le Sud est d'accord avec le Nord. Ils sont dans le Sud, c'est-à-dire dans la région francophone, et même dans la partie flamande de ce qui deviendra un jour la Belgique, c'est-à-dire les Pays-Bas méridionaux, on reste comme au Nord opposé à l'absolutisme, on est pour le maintien des privilèges, entre autres choses. Donc ce n'est pas sur le plan politique qu'il y a une différence entre le Nord et le Sud, c'est sur le plan religieux essentiellement. La lutte avait été menée par de grands aristocrates. Guillaume d'Orange, il était prince d'Orange et comte de Nassau, et par deux comtes belges, entre guillemets, qui étaient les comtes d'Egmont et de Horn. Guillaume de Nassau, appelé aussi Guillaume le Taciturne, va être assassiné en 1584. C'est le même qui a dit, je vais essayer de ne pas me tromper dans la formulation, il ne sert à rien d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est une phrase que tout le monde devrait avoir en tête, puisqu'elle indique qu'il ne faut jamais se décourager et que ce n'est pas au milieu du gué qu'il faut abandonner. On l'appelait, il a été surnommé le taciturne parce qu'effectivement c'était quelqu'un qui ne parlait que lorsque ça en valait vraiment la peine, lorsqu'il fallait prendre une décision. Il considérait que le bavardage n'était que du babillage et que souvent les gens parlaient pour ne rien dire.
Il est donc assassiné en 1584 et la suite du combat va être prise par d'autres membres de sa famille, mais aussi par le grand pensionnaire, c'est-à-dire une sorte de ministre des Affaires étrangères à cette époque-là, qui s'appelle Oldenbarnevelt. Je vais l'écrire au tableau. Alors, Oldenbarnevelt. Oldenbarnevelt. Selon son souhait, est constituée une république des Provinces-Unies qui sera une république fédérale. En effet, chacune des régions qui constituent les Provinces-Unies tient à son indépendance. Et chacune de ces républiques, chacun de ces territoires d'ailleurs, sont des républiques. Un petit peu, lorsque vous allez en Suisse, vous savez qu'il y a une trentaine de cantons, mais les 30 cantons en Suisse sont en fait des républiques. Hein. D'ailleurs, si vous allez par exemple dans le Valais, vous allez voir, il est marqué canton et république du Valais. Ça va ? Bon. Autrement dit, la République des Provinces-Unies n'est rien d'autre qu'une fédération d'États indépendants, qui toutefois ont une structure commune au sommet d'édifice. Alors, comment vont fonctionner ces Provinces-Unies? Alors, je vous rappelle peut-être que Charles Quint déjà avait, lors du traité de Madrid et du traité de Cambrai, séparé du Royaume de France, donc avait dégagé la suzeraineté française, tous les territoires qui se trouvaient à l'ouest de l'Escaut. Autrement dit, pratiquement, essentiellement le comté de Flandre, mais pas seulement, plus qu'à le comté d'Artois, entre autres, et Cambrai. En 1548, Charles Quint avait même été plus loin, puisqu'il avait promulgué la transaction d'Augsbourg, transaction par laquelle, acte par lequel, nos provinces étaient détachées de tout lien féodal par rapport à l'Empire. L'année suivante, en 1549, Charles Quint avait même déclaré que l'ensemble des territoires qui formaient les Pays-Bas allait rester indivisible pour l'éternité. C'est pour ça qu'on parle de pragmatique sanction d'Augsbourg, le mot pragmatique signifiant éternel, perpétuel plus exactement. Autrement dit, tous les territoires qui se trouvent à partir du milieu du XVIe siècle, qui se trouvent dans nos régions, étaient censés former un tout, puisqu'ils étaient non seulement détachés de la France, ils étaient détachés de l'Empire. Ce que Charles Quint n'a pas prévu, évidemment, c'est qu'il allait y avoir une scission entre le Nord et le Sud, à l'intérieur même de ces territoires. Mais en tout cas, les territoires qui vont constituer les Provinces-Unies forment un tout. Mais je vous ai dit que c'est une république fédérale. Alors, comment ça marche dans cette république fédérale? Eh bien, cette république est basée sur le principe des libertés, de l'autonomie, voire de l'indépendance de ces entités constitutives. Dans chaque comté, évêché qui forme dorénavant les Provinces-Unies, il y a des élections par les notables de régents. Ces régents sont donc des bourgeois, assez riches d'ailleurs. Ah, il y en avait pratiquement près de 2000, près de 2000 pour l'ensemble des Provinces-Unies. Et
constituent, je dirais, ce qu'on pourrait appeler chez nous les conseils communaux, si vous voulez, les conseils communaux. Ces régents dans les villes élisent eux-mêmes des délégués, des députés pour les États provinciaux de leur propre comté ou évêché, qui dorénavant ne sont plus des comtés, parce qu'on est bien d'accord, on est dans le cadre de république, leurs propres États. Donc il y a des États provinciaux, où l'on trouve des députés élus par les régents des villes qui ont eux-mêmes été élus par les notables des villes. Ça, c'est le cas essentiellement en Zélande et en Hollande, où la moitié de la population vit dans les villes. Ce sont les deux États les plus importants, les plus riches aussi, surtout la Hollande, où vous avez le fameux port d'Amsterdam. C'est d'ailleurs là, et à La Haye, que vont se trouver les institutions centrales des Provinces-Unies, en Hollande. En revanche, pour les territoires qui se trouvent à l'intérieur des terres, à savoir la Drenthe, l'Overijssel, Groningen, Utrecht et la Frise, eh bien, dans ces régions-là, la petite noblesse a de l'importance, et ce sont donc des régions, je vous l'ai dit, plus rurales, où il y a beaucoup de paysans. Là aussi, il y a des élections, mais il y a des élections qui n'envoient pas au pouvoir seulement comment dirais-je, des notables, des bourgeois, si vous voulez, mais aussi des petits aristocrates. Donc vous avez un peu une opposition entre les Provinces-Unies riches de la côte, les Provinces-Unies maritimes où se trouvent les ports, où se trouve la richesse, et d'autre part des provinces un peu plus arriérées qui se trouvent à l'intérieur des terres, comme je vous l'ai dit il y a quelques instants. Et puis, il y a des députés qui sont élus par les États provinciaux pour aller siéger aux États généraux, cette fois, qui siègent à La Haye. Les États généraux qui siègent à La Haye constituent vraiment le pouvoir. C'est cette assemblée-là qui dirige le pays, officiellement tout au moins. On les appelle d'ailleurs les seigneurs États généraux. En néerlandais, c'est de Heren Generale Staten. Donc c'est eux qui dirigent le pouvoir, c'est le pouvoir législatif. Mais d'où émane le pouvoir exécutif? Alors le pouvoir exécutif, c'est qui? Eh bien, c'est d'une part les conseillers pensionnaires qui sont l'équivalent de secrétaires généraux, si vous voulez, de ministères ou même de ministres dans chacune des provinces, et d'autre part, qui sont en fait les chefs de la bureaucratie, si vous voulez, de l'administration dans chacune des provinces, et d'autre part, le stadhouder. Le stadhouder, en fait, c'est le lieutenant général. Il a une fonction de commandant de l'armée, et dans les provinces maritimes également d'amiral. Il se fait que dans les 7 provinces unies, vous avez les membres, uniquement des membres de la famille d'Orange-Nassau, qui sont stadhouder, et ils appartiennent à la branche aînée et à la branche cadette. Donc il y a 2 provinces qui sont entre les mains du stadhoudera de la branche aînée et d'autres provinces, les autres provinces qui sont entre les mains de la... Sur le nombre, je me trompe un peu, c'est peut-être 4 même entre les membres de la branche aînée et 3 entre la branche cadette de la famille d'Orange-Nassau. Enfin, ce sont des cousins, de toute façon, autrement dit, ils sont d'accord entre eux. Voilà. Alors maintenant, comment les choses ont évolué sur le plan politique dans le courant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il va y avoir une alternance au pouvoir entre, d'une part, les orangistes, c'est-à-dire les absolutistes, si je puis dire, et d'autre part, les républicains, c'est-à-dire plutôt la classe des marchands, autrement dit, les régents. Je vous ai dit qu'il y a à la tête de l'exécutif 2 pouvoirs. Il y a
le conseiller pensionnaire et il y a d'autre part le stadtholder. À un moment donné, le conseiller pensionnaire de Hollande va avoir une telle prééminence qu'il va devenir grand conseiller pensionnaire pour l'ensemble des 7 provinces. Et de la même manière, la famille d'Orange-Nassau va obtenir le titre de stadtholder général. Donc vous avez un pouvoir exécutif bicéphale. Ce pouvoir va alterner de 1588 jusqu'en 1619, le pouvoir, ou la suprématie, est entre les mains d'Oldenbarnevelt, c'est-à-dire le grand pensionnaire. Il se fait que le grand pensionnaire, qui est du côté des régents, et donc du côté de la classe marchande, a mal choisi son camp sur le plan religieux. Parce qu'effectivement, il y a une tendance au sein du calvinisme, qui est la religion d'État aux Provinces-Unies, une tendance que l'on appelle les remonstrants. Et cette tendance, elle, souhaite que l'on adoucisse la théorie de la prédestination qui était quand même le cœur de la doctrine calviniste. Ils sont donc relativement tolérants. Ils sont donc pour calmer un petit peu les choses. En phase 2, il y a des contre-remonstrants. Alors les contre-remonstrants, eux, ils sont soutenus par le prince d'Orange, et eux, ils défendent la doctrine pure et dure du calvinisme. Autrement dit, la prédestination et un puritanisme très rigoureux. La première tendance, c'est des remonstrants, est dirigée par un pasteur qui s'appelle Arminius. C'est pour ça que les remonstrants les appellent les arminiens. Tandis que la tendance des contre-remonstrants est dirigée par un pasteur qui s'appelle Gomard, ou Gomarus, sous sa forme latinisée. C'est cette tendance-là qui l'emporte, et ça va permettre au prince d'Orange de faire exécuter le grand pensionnaire Oldenbarnevelt. Donc vous voyez qu'en fait il s'agit d'un conflit politico-religieux. Vous vous souviendrez qu'hier, lorsque nous avons étudié l'histoire de la Grande-Bretagne au XVIIe siècle, on assiste là aussi à un conflit politico-religieux à l'époque de Cromwell. Donc vous voyez qu'il y a quand même, dans l'air du temps, la religion et la politique sont souvent ensemble parce que l'une et l'autre, à l'intérieur d'un courant, sont l'expression d'une position. Ici, la position dure est soutenue par le prince d'Orange, qui est absolutiste, et la position que j'appellerais molle, entre guillemets, c'est des remonstrants, elle est soutenue, évidemment, par les bourgeois des villes, qui, eux, ne cherchent pas à avoir des positions dures d'un point de vue idéologique, mais cherchent essentiellement à faire des affaires. C'est ça leur souci principal. La deuxième moitié, donc, du XVIIe siècle est marquée, elle, par la prééminence des orangistes, donc de la position absolutiste, qui, elle, est soutenue par la petite aristocratie, par les paysans, par le petit peuple. À un moment donné, au milieu du XVIIe siècle, en 1650, le prince d'Orange décède, il a un enfant qui est tout petit, à ce moment-là, c'est le futur Guillaume III, et comme souvent, souvenez-vous ce qui se passe en France à la même époque, 1610, Henri IV est assassiné par Ravaillac, c'est Marie de Médicis qui assume la régence, en 1614, elle doit réunir les États généraux, le pouvoir se trouve dans une période de faiblesse. Même chose
lorsque Louis XIII meurt en 1643, Louis XIV a 5 ans, c'est une période difficile pour la monarchie. Hein, vous vous souvenez la période de la Fronde, entre 1649 et 1652, c'est l'époque où Mazarin va devoir quitter la France même, hein, et c'est une période extrêmement pénible, c'est seulement à partir de 1661, enfin déjà dans les années 1650, mais surtout à partir de 1661, que Louis XIV, à ce moment-là, installe de manière ferme, pour une très très longue période, enfin jusqu'en 1789, la monarchie absolue de droit divin. Eh bien, au même moment, donc, dans les Provinces-Unies, le monarque, enfin c'est pas le monarque, mais puisqu'on est dans une république fédérale, on est bien d'accord, mais en tout cas, ce grand aristocrate qui était le prince d'Orange-Nassau est trop petit pour gouverner en tant que statutaire général, et c'est évidemment le grand pensionnaire général qui peut établir sa suprématie. Ce grand pensionnaire général s'appelle Jan de Witt. Jan de Witt. Donc Jean de Witt. Il gouverne donc entre 1650 et 1672. Lui, il cherche à mener une politique d'alliance avec la France. Il combat les Anglais, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Lors de 2 guerres successives, dans les années 1650, 1652, 1654 et d'autre part 1665, 1667, la flotte hollandaise va se trouver, et la flotte hollandaise va se trouver très mal en point. Elle va perdre d'ailleurs ses premières guerres contre l'Angleterre en 1654. Lors de la seconde, c'était un peu plus glorieux, puisque un grand amiral hollandais ira même jusqu'à pénétrer dans l'embouchure de la Tamise en essayant de rejoindre Londres. Mais il se fait que Jan de Witt a mal calculé son coup, parce que dès lors que les Anglais, que l'Angleterre voit monter sur le trône Charles II à partir de 1660, l'Angleterre va qui s'était rapproché va se rapprocher de la France à ce moment-là, et donc la France ne sera plus du tout en situation de faiblesse par rapport aux Provinces-Unies, et c'est ainsi qu'à partir de 1672, donc, il va y avoir une menace d'invasion des Provinces-Unies par Louis XIV. Finalement, l'armée française va être repoussée par Guillaume III, qui est non seulement statutaire général, vous vous souvenez, ce petit garçon qu'on a laissé en 1650 et qui, 20 ans plus tard, est devenu un homme, est devenu le statutaire général des Pays-Bas, des Provinces-Unies à ce moment-là, et qui, vous vous en rappellerez peut-être par rapport à la matière qu'on a vue hier, devient en même temps roi d'Angleterre, en 1689. Et donc il y a alliance, bien sûr, à ce moment-là, entre les Provinces-Unies et l'Angleterre, puisque vous avez le même titulaire à la tête des 2 États. Voilà. Alors, à l'époque de Guillaume III, donc dans le dernier quart du XVIIe siècle, c'est de nouveau le Stadtterrat qui l'emporte, donc c'est la famille d'Orange-Nassau. Dans la première moitié du XVIIIe siècle, là c'est pendant près d'une cinquantaine d'années, 45 ans, ce sont de nouveau les régents qui prennent le dessus, et c'est de nouveau un grand pensionnaire. Il va effectivement diriger le pays. Et ce système de statutera et de conseiller général, grand conseiller pensionnaire, va fonctionner en fait jusqu'à la Révolution française, lorsque sous directoire, la République, les armées révolutionnaires vont mettre à bas les régimes absolutistes des régions qui entourent la République française. À ce moment-là va être mise en place une république batave,
qui va être remplacé par un premier royaume des Pays-Bas, dont le souverain sera Louis, roi de Hollande, le frère de Napoléon. Et le prince d'Orange, le fils de Guillaume V, Guillaume VI, va devenir le premier roi des Pays-Bas, réunis cette fois comme au XVIe siècle, réunissant donc entre 1815 et 1830 la future Belgique et les futurs Pays-Bas avec le Grand-Duché de Luxembourg. Donc ça, ce sera donc Guillaume VI en tant que statutaire des Provinces-Unies, ça va, qui devient Guillaume Ier dans nos régions. Voilà. Alors je crois vous avoir dressé un tableau général de l'histoire politique sur 4 siècles. Maintenant, ce qui me paraît peut-être plus fondamental, et c'est à ce titre que l'histoire des Provinces-Unies a marqué l'histoire, je dirais l'histoire universelle, c'est de voir un petit peu l'histoire économique et l'histoire sociale. Alors je partirai tout d'abord de l'aspect le moins intéressant du point de vue de l'histoire générale, c'est-à-dire l'histoire rurale. Vous devez vous dire que les Provinces-Unies, c'était un tout petit territoire, en surface. Vous devez vous dire que les Provinces-Unies, à l'époque, étaient d'un quart plus petites que l'actuel royaume des Pays-Bas. Pourquoi? Tout simplement parce que, vous savez qu'en 1954, il y a eu une terrible tempête aux Pays-Bas qui a ravagé véritablement les terres aux Pays-Bas et qui annonce peut-être qu'il pourrait arriver dans le siècle qui vient si, effectivement, avec le réchauffement climatique, le niveau des eaux augmente sur la planète. Et donc, au lendemain de cette catastrophe des années 50, il a été décidé de mettre au point le fameux plan Delta, le Delta Plan. Et il s'est agi, dès lors, d'établir des digues, les actuels Pays-Bas, et de, comment dirais-je, de remplir de terre ce qui constituait ce grand lac. Enfin, ce n'était pas un lac, puisqu'il avait accès directement à la mer, c'est cette vaste étendue d'eau qui se trouve ici, le Zuiderzee. Ça va? Donc tout ceci, même un peu plus loin peut-être, a été comblé à l'heure actuelle. Donc ce sont des terres qui, depuis maintenant une cinquantaine d'années, ont été cultivées. On peut cultiver sur ces terres. À cette époque-là, c'était de l'eau. Donc vous devez vous dire que c'est quand même un tout petit pays, si vous voyez bien, regardez ici. C'est ce territoire-ci, parce que Breda fait bien partie. Bon, le duché de Brabant a été coupé, ici, à l'époque d'Alexandre Farnèse. Donc vous devez vous dire que les Provinces-Unies, c'est ce territoire-ci. Ça va? Voilà. Petit territoire, je vous ai dit, mais qui va avoir une place importante dans l'histoire universelle. Alors, les paysans essayaient de se débrouiller comme ils pouvaient, en engraissant les terres avec des déchets, en cultivant des plantes qui pouvaient être les plus rentables possibles, par exemple le colza, le tabac, la tulipe même. Ça paraît bizarre, ça paraît un peu du luxe, que de cultiver des bulbes de tulipe. Eh bien non, la tulipe a fait l'objet d'un grand enjeu au XVIIe siècle. Tenez-vous bien, il y a eu une spéculation sur les bulbes de tulipes très très important en 1637 qui a conduit à une véritable crise boursière. Ça paraît curieux, ben voilà. Alors, pour le reste, les Pays-Bas n'hésitent pas à importer la moitié du blé dont ils ont besoin. Et donc les paysans apprennent à fonctionner dans l'économie véritablement, ce qui n'est pas le cas des paysans qui vivent dans d'autres régions d'Europe. Ils vivent pratiquement de manière autarcique en payant aux seigneurs les droits, les taxes, les redevances, tout ce que vous voulez. Tandis que les paysans néerlandais, au XVIIe siècle, apprennent déjà à acheter et à vendre. Voilà, même avec l'étranger, je dis en particulier pour les bulbes de tulipes. Alors, maintenant, on arrive au grand secteur dont je vous voulais parler, c'est le domaine du commerce. Le domaine du commerce. Alors là, il y a beaucoup de choses à vous dire.
domaine du commerce. Tout d'abord, enfin, le domaine des affaires, je dirais, d'économie, de manière globale. 3 grandes innovations. Les Provinces-Unies, en 1602, fondent, avec l'appui donc du gouvernement central, enfin central fédéral pour être plus précis, une compagnie des Indes orientales, en 1602. En 1621, une autre compagnie sera créée, c'est la Compagnie des Indes occidentales. Mais c'est la première qui va vraiment bien fonctionner, parce que la seconde, elle va capoter, si on peut dire, et n'aura pas beaucoup de succès. Enfin, elle aura de grosses difficultés, parce qu'il s'agit essentiellement du trafic des esclaves, du peuplement, etc. Tandis que la Compagnie des Indes orientales, elle, aura vraiment beaucoup de succès. Alors, deuxième élément, je reviendrai là-dessus dans quelques minutes, création de sociétés par action. Ensuite, je vous ai dit 3 éléments. Oui, mais j'en dirais même 4. Donc, 1, création de compagnies maritimes internationales, commerciales, création de compagnies par action, création également de bourses, et enfin, création de banques. Je commence tout d'abord par la Compagnie des Indes orientales. En effet, il faut savoir que à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle, les Hollandais vont suivre les traces des Portugais, au point de prendre toute une série de colonies portugaises, que ce soit en Inde ou que ce soit dans le détroit de Malacca. Vous savez, le détroit de Malacca se situe donc entre la Malaisie et Sumatra, donc l'Indonésie si vous voulez, et les Hollandais vont établir toute une série de comptoirs dans ces régions, donc en Inde, mais surtout dans ce qu'on appellera plus tard l'Indonésie. Ils vont y établir donc des comptoirs et même une ville importante qui est Batavia. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à la fin du XVIIIe siècle va être fondée une république batave, c'est le nom que les Romains donnaient au peuple qui occupait les actuels Pays-Bas donc il y a 2000 ans. Et Batavia, c'est donc le nom de la capitale, si vous voulez, de l'ensemble de ces colonies néerlandaises en Indonésie. Cette ville de Batavia, qui était le point de repère, je dis capitale, c'est un mot exagéré, mais qui était le point central, si vous voulez, de ces colonies, s'appelle aujourd'hui, vous le savez certainement, Jakarta. C'est devenu la capitale donc de l'Indonésie. Indonésie qui jusqu'en 1949 vont s'appeler les Indes néerlandaises. En fait, il s'agissait comme en Inde d'un ensemble de territoires qui étaient des sultanats la plupart du temps, dont la reine de Hollande, à ce moment-là, la reine des Pays-Bas, sur laquelle la reine des Pays-Bas exerçait une suzeraineté, de la même manière que le dernier empereur des Indes, donc le roi d'Angleterre George VI, n'était rien d'autre que le suzerain de près de 500 rajas et sultans et nababs aux Indes. Il y avait 500 États en 1947, au moment de l'indépendance de l'Inde. On ignore parfois, c'est parce qu'on dit toujours, oui, l'Empire des Indes. Oui, mais en fait, c'était une suzeraineté qui était exercée, mais il y avait des tas de territoires avec des rajas, des maharajas, c'est-à-dire des grands rois, littéralement, des nababs, des sultans qui, eux, étaient musulmans. Donc les rajas étaient hindous, en particulier dans le nord, dans le Rajasthan en particulier. Non, quoique le Rajasthan, là, justement, il y a beaucoup d'États musulmans. Donc les hindous, c'est plutôt dans la partie centrale, dans le Décan. Alors, donc, je vous ai dit que les Hollandais suivent les traces des Portugais, ils établissent des comptoirs, et donc leur objectif est de faire du commerce. Faire du commerce, c'est-à-dire aller chercher des épices, des produits précieux qu'ils peuvent négocier justement en Europe. La Compagnie
des Indes orientales va être la base, effectivement, de cette grande puissance maritime et commerçante qu'est ou que sont les Provinces-Unies au XVIIe siècle. Vous devez vous dire que au XVIIe siècle, les Provinces-Unies, c'est vraiment une grande puissance. Hein. Alors qu'au XVIe siècle, ce n'était pas le cas. Il était en pleine guerre civile avec Philippe II, avec Philippe II, et au XVIIIe siècle, ils connaissent le déclin. Tandis qu'au XVIIe siècle, là, Amsterdam, c'est une des capitales du monde. Mais vous voyez, c'est une grande place, non seulement commerciale, mais financière également. Et j'en arrive maintenant, justement, au deuxième point que j'ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire la création de sociétés par action. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une société par action? Une société par action, à l'inverse des sociétés familiales qui existaient au Moyen-Âge, une société par action parvient à drainer des capitaux importants parce qu'elle émet dans le public des titres de copropriété de la société qui va être cotée en bourse. Ça va? Autrement dit, n'importe quel citoyen hollandais avait la possibilité de souscrire à l'achat d'une petite part même de propriété d'une société mise en place, hein, société anonyme, mais là, les sociétés anonymes, leur statut sera mis en place plus tard, en France et dans la région seulement à l'époque de Napoléon, vous savez, mais en tout cas à cette époque-là, ce sont de véritables sociétés, ce sont des sociétés anonymes qui sont mises en place. Ça permet de drainer des capitaux très très importants. Parce que pour mener à bien les expéditions, justement, avec, vous imaginez, de véritables flottes, pour aller en Orient ou pour aller en Occident, parce qu'il ne faut pas oublier que les Hollandais vont également avoir des colonies. Hein. Vous savez que les Hollandais ont établi des colonies, même, allez, au nord du Brésil, Suriname. Bon, maintenant, c'est indépendant, Suriname, mais c'était une colonie néerlandaise. Hein, vous savez, Suriname qui est à côté de la Guyane française, du département français, Guyana, qui est une ancienne colonie britannique. Hein. Donc les Hollandais sont même arrivés sur la côte du Brésil, où ils ont été rejetés par les Portugais, alors là. Hein. Ils ont établi également des colonies dans des petites îles, dans les Antilles, dans les Caraïbes. Hein. Sauf erreur de ma part, Trinidad et Tobago, c'était néerlandais avant son indépendance. Ce petit État qui se trouve au nord du Venezuela. Et donc il y avait comme ça des petites îles qui étaient tantôt aux mains des Hollandais, tantôt aux mains des Français, tantôt aux mains des Anglais. Hein, vous avez encore d'anciennes colonies françaises qui sont là dans les petites Antilles comme la Martinique et la Guadeloupe. Voilà. Hein? Alors, les Hollandais avaient également des comptoirs en Afrique. Pensez en particulier dans ce qui viendra un jour l'Afrique du Sud. Si à l'heure actuelle, on parle toujours un dialecte archaïque dérivant du néerlandais, et que vous pouvez comprendre d'ailleurs si vous parlez le néerlandais, en Afrique du Sud, c'est parce que les Hollandais y étaient dans la région du Cap. Ils ont été délogés par les Anglais. Hein, et cette langue s'appelle l'Afrikaans. Hein, on parle toujours le néerlandais en Afrique du Sud. C'était la langue d'ailleurs des colons en Afrique du Sud, même encore maintenant, je dirais qu'il y a l'anglais bien entendu, mais il y a toujours l'Afrikaans. Vous savez que les paysans, les Hollandais, d'origine néerlandaise, ont été vaincus par l'Angleterre qu'il y a un peu plus d'un siècle. C'était la fameuse guerre des boers, la guerre des paysans. Hein, et le président Kruger a été battu par les Anglais il y a un peu plus d'un siècle. Dans la guerre des boers, il y avait 3 États néerlandais qui ont été créés, enfin de boers, de néerlandais, oui, de descendants de colons néerlandais qui fonctionnaient. Il y avait l'Orange, le Natal et le Transvaal. Voilà, tandis que les Anglais avaient la colonie du Cap. Hein, Capton, la ville du Cap. Voilà, donc les Hollandais avaient établi toute une série, un réseau de comptoirs, un petit peu comme les Portugais l'avaient fait. Mais toujours, il ne s'agit pas de coloniser en profondeur les terres. Ce n'était pas l'objectif des Hollandais, c'était essentiellement avoir des comptoirs où ils puissent se ravitailler, où ils puissent acheter
à un très bas prix évidemment auprès des indigènes les produits dont ils avaient besoin et qui leur permettaient, une fois arrivés en Europe, leur permettaient d'avoir une grande plus-value, autrement dit de faire des bénéfices plantureux, qui étaient à leur redistribuer en fonction de la quote-part qu'ils avaient mis eux-mêmes dans la société par action entre les différents actionnaires. C'est ce qu'on appelle des dividendes. Hein, dividendes. Alors, je continue. À côté des sociétés par action, qui témoignent de ce capitalisme déjà très vivant, on l'a vu déjà en Angleterre, pour l'Angleterre hier, vous avez également une bourse à Amsterdam. Et à la bourse, il n'y a pas spéculation seulement sur les changes, mais il y a spéculation surtout sur les valeurs. Donc, c'est-à-dire qu'on spécule sur la valeur des biens. Donc maintenant, ça ne se voit plus à la télévision, mais enfin, parce que maintenant tout ça est informatisé, mais enfin, vous avez peut-être déjà vu, ne fût-ce que le Stock Exchange à New York, quoi, ce qu'on appelle Wall Street. Hein, vous avez déjà vu des tas de gens qui s'agitent comme des fourmis autour de corbeilles, etc. Bon, avant, c'était... Bon, maintenant, c'est informatisé tout ça, donc c'est de l'électronique. Mais avant, il fallait voir, il y avait encore des gens qui écrivaient sur un tableau noir avec une craie. Et alors, chaque fois, il y avait des gens qui avaient un langage qui ressemblait à celui d'un langage de sourd-muet, qui faisaient des signes de loin pour dire j'achète, je vends, etc. Bon, il faut comprendre ce langage-là. Donc, ils faisaient des gestes avec les mains, ça veut dire j'achète, je vends autant, telle quantité. Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle la spéculation sur les valeurs. Ça va? Et non pas sur la monnaie. Ça va? Des bourses. La première bourse a été créée d'ailleurs à Bruges, par la famille de Beurs, qui a donné son nom à bourse. Donc le mot bourse, il vient non pas du latin, du français ou de tout ce que vous voulez, c'était la famille de Beurs qui, à Bruges, avait inventé la première bourse, a fondé la première bourse. Mais au XVIe siècle, vous avez une bourse très importante qui se trouve sur la place d'Anvers, évidemment, parce qu'Anvers c'est la métropole de l'Occident. À cette époque-là, tout arrive à Anvers, à cette époque-là. Mais au XVIIe siècle, c'est Amsterdam. Au XVIIIe et XIXe siècle, ce sera Londres, bien entendu, et au XXe siècle, comme vous le savez, ce sera New York. Donc il y a eu un déplacement de ces places financières dans le temps. Alors, à côté des bourses, et à côté de ces sociétés par action, et à côté également de ces compagnies dont je vous ai cité tout à l'heure le nom, vous avez également création de banques. Alors les banques, vous vous souviendrez peut-être que lorsqu'on a étudié le Moyen-Âge, il y a déjà des banquiers au XIIe et XIIIe siècle. C'est tout à fait élémentaire. Vous vous souvenez qu'on les appelle banquiers parce qu'ils travaillaient sur des bancs, tout simplement. Il ne faut pas chercher de midi à 14 heures. Et que le mot banqueroute, vous vous souvenez d'où ça venait, le mot banqueroute? Ça voulait dire simplement que quand un banquier faisait faillite, quand il était failli, eh bien, on cassait le banc sur lequel il se trouvait. Banqueroute, c'était bancorotto. Le banc est rompu. Hein? C'était là que ça venait le mot banqueroute. Bancorotto. Alors, au Moyen-Âge, déjà, 13e, 14e siècle surtout, en Italie, invention de la lettre de change. On a vu ça pour le Moyen-Âge. Bon, je ne reviens plus là-dessus, la lettre de change. Alors, avec, vous pouvez, au porteur, c'est-à-dire que vous, maintenant, on n'utilise presque plus les chèques, mais enfin, vous ne connaissez pratiquement pas les chèques, et moi-même, je n'en utilise presque plus, enfin, plus jamais, depuis il y a des années, je peux utiliser des chèques, mais enfin, vous pouviez endosser un chèque avant, c'est-à-dire que vous signez un chèque, et vous pouvez donner ce document à quelqu'un, si c'est endossé, si vous endossez le chèque, ça veut dire qu'une personne vous doit de l'argent, ça va? Cette personne a signé, puisqu'elle vous doit de l'argent. Et vous, qui devez, mais il faut que ce soit la même somme, à une autre personne, vous endossez, ça veut dire que, eh bien, vous n'avez dû sortir, vous, aucune somme d'argent. Ça va? Et on est passé de la personne A à la personne C par votre intermédiaire, vous, personne B. Mais simplement, il faut, évidemment, que votre compte soit alimenté. Ça va de soi. D'accord? Ou en tout cas, le compte de la personne A. Ça va de soi, le compte de la personne A. Mais vous avez endossé, c'est garant. Vous faites partie de cette relation triangulaire. Ça va? Bon.
Alors, le problème, c'est que quand vous avez une lettre de change, c'est l'ancêtre des chèques, vous avez une somme fixe là-dessus. Vous ne pouvez pas changer la somme. Vous êtes bien d'accord, vous ne pouvez pas changer la somme. Et donc, des banques, je dirais, ont été créées, des banques de virement. Alors, une banque de virement, c'est une banque où, par exemple, un marchand a déposé de l'argent. Quand je dis d'argent, ça peut être des espèces métalliques, hein, qui ont une certaine valeur, dans une banque. Et lorsqu'il fait un virement, eh bien, la banque va verser à la personne à qui vous devez de l'argent la somme équivalente, et une fois par an, par exemple, on va faire le décompte, et la banque va prendre l'espèce qui correspond à l'espèce, aux espèces que vous allez débourser sur les métaux précieux que vous avez déposés chez elle. Ça va? Alors à côté, cette banque, c'est par exemple le cas de la grande banque d'Amsterdam, qui est la Wisselbank. Alors la Wisselbank, elle date de 1609, sauf erreur de ma part, de 1609. Il ne faut pas confondre avec la banque des banques d'émission, comme c'est le cas de la Banque d'Angleterre, la Bank of England, qui va être créée en 1694. Voilà, c'est une banque d'émission. Là aussi, les fonds de la Banque d'Angleterre, qui à l'origine est une banque privée, hein, une banque privée à l'origine, hein, sont garantis par les métaux, les espèces qui ont été déposées, les espèces métalliques, je dis bien, cette fois-ci, les espèces métalliques qui ont été déposées donc, à la Banque d'Angleterre, et cette banque va émettre à l'origine des billets qui correspondent à ce que vous demandez, mais ce ne sont pas des billets fixes. Et puis, dans un deuxième temps, ça peut dire que ça peut être 123 livres, ça va, ou 42 livres. Donc, vous voyez qu'à l'heure actuelle, on n'a pas des billets comme ça. On a des billets avec des sommes rondes. On a 100 €, on a 20 €, mais on n'a pas des montants comme ceux-là. Et puis, à un moment donné, on va passer justement à l'émission de billets correspondant à des sommes fixes. Ça va? Donc, à l'origine, vous avez simplement des papiers, hein, je dirais même des chèques, on pourrait appeler ça des chèques, hein, des chèques, avec un montant qui correspond à la somme qui est due à quelqu'un, et qui est garantie par les fonds que vous avez déposés, hein, et ces premiers chèques, si vous voulez, servent de monnaie. Puis on est passé à un système où la banque émet un montant qui correspond, mais cette fois-ci c'est elle qui émet, à un montant, je vous dis, qui n'est pas une somme fixe, et puis dans un troisième temps, vous avez des montants fixes sous forme de billets. Donc les premiers billets de banque datent de 1694. Ils ont été mis en Angleterre. Avant, il n'y avait pas de billets de banque. Tout le monde payait avec des pièces de monnaie sonnantes et trébuchantes. Entendu? Ce système va être réutilisé à l'époque du système de John Lass, hein, L-A-W, je vous ai déjà dit que le L-A-W, comme ça en écossais, ça ne se prononce pas Low, on dit souvent, mais Lass. Hein, ça va? Lors de sa création d'une compagnie également relative à la Louisiane, qui va faire faillite, et puis on va réutiliser en France ce système de billets de banque. L'équivalent de ces billets, ce sera au moment des assignats qui seront émis au moment de la Révolution française sur base de la vente des biens du clergé. Voilà, et ça c'est pour la dernière décennie du XVIIIe siècle. Alors, que vous expliquer à part ça encore? Je vous ai parlé de toute une série d'éléments, mais je crois avoir fait le tour, hein, puisque je vous ai dit, si je vous parlais du XVIIe siècle, oui, bien entendu, au XVIIe siècle, vous avez, je l'ai évoqué tout à l'heure, le conflit avec l'Angleterre. Alors pourquoi conflit avec l'Angleterre? Hein, je vous ai dit qu'il y a eu plusieurs guerres avec l'Angleterre, hein, 1652, 1654, et puis 1665, je crois, 1667. Pourquoi conflit avec l'Angleterre? Parce que l'Angleterre, à partir du XVIIe siècle, elle s'intéresse aux Indes, elle s'intéresse à l'Amérique.
Or, les Hollandais, ben, ils ont des intérêts, comme vous savez, sur la route des Indes. Les Hollandais ont également des intérêts en Amérique. On l'a vu tout à l'heure pour le Brésil, mais je pourrais pu vous en parler également pour l'Amérique du Nord. Et par conséquent, ben, ces intérêts se trouvent en conflit, puisqu'on veut parler d'impérialisme dans les deux cas. Hier, je vous ai parlé de l'opposition entre l'impérialisme anglais et l'impérialisme français au XVIIIe siècle, aux Indes, en Amérique et en Afrique. Maintenant, pour le XVIIe siècle, il y a un conflit très net entre les Hollandais et les Anglais à propos de l'Asie, à propos des Indes, mais aussi à propos de l'Amérique. Hein? Et donc, les Hollandais et les Anglais vont devoir se battre pour garder leur territoire ou pour conquérir un espace maritime une fois que le principe du mare clausum, de la mer fermée, a été contesté aux Portugais, aux Espagnols, qui, vous vous souvenez, avaient adhéré au traité de Tordesillas en 1494. Voilà. Alors en Amérique, je vous ai expliqué hier, lorsqu'on a vu l'évolution de la Grande-Bretagne, que ce sont des Hollandais, en fait des Wallons, mais néerlandisés, si je puis dire, qui ont fondé New York. Et que les Hollandais ont dû céder, je crois que c'était en 1664, la Nieuw Amsterdam aux Anglais, ou 1667 peut-être, enfin c'est une des deux dates, ont dû céder justement Nieuw Amsterdam aux Anglais qui en ont fait New York, justement. Voilà. Finalement, je vous ai dit, les Néerlandais se sont retrouvés réduits au second rôle face à la puissance anglaise, mais grâce à l'union sous une même couronne de la Grande-Bretagne et des Provinces-Unies à l'époque de Guillaume III, le conflit cesse et à partir de ce moment-là, les armées néerlandaises et les armées anglaises britanniques se battent côte à côte contre les Français. Et il y aura même d'ailleurs des places anglaises, des places néerlandaises et des places anglaises au lendemain des guerres avec Louis XIV, au lendemain du traité de la Barrière. Alors il me reste maintenant à vous montrer quelques ouvrages. J'espère ne pas être en plein soleil au moment où je vais les montrer. Alors, de Enno van Gelder, un vieux classique, Histoire des Pays-Bas chez Armand Collin. Alors, un ouvrage qui est à la fois un état de la question et qui ouvre des perspectives de recherche, c'est le principe de la collection Nouvelle Clio, de Pierre Janin, l'Europe du Nord-Ouest et du Nord au XVIIe et XVIIIe siècle. Donc il n'y est pas seulement question des Provinces-Unies, mais aussi de nos régions, donc les Pays-Bas méridionaux. Il y est question, bien entendu, de la Grande-Bretagne et aussi des pays scandinaves. Alors, vous trouverez dans l'ouvrage de Georges Durand, État et institutions 16e, 18e siècle, chez Armand Collin, un chapitre très bien fait sur les institutions des Provinces-Unies. Alors, d'Yves Cazot, Guillaume le Taciturne chez Albin Michel. Alors, le tome 2 de l'histoire économique et sociale du monde de Pierre Léon, j'ai pris le tome 2 parce que c'est dans celui-là qu'il est évidemment question de la colonisation à travers le monde par des navires néerlandais. Donc c'est les hésitations de la croissance 1580-1730. De Fernand Braudel. Je vais mettre peut-être ici pour une question. Non, pour le soleil, ça ira. Voilà. Alors, de Fernand Braudel, Le temps du monde. C'est le tome 3 de son grand ouvrage « Civilisation matérielle, économie et capitalisme, 15e, 18e siècle ». Vous avez 90 pages, c'est le chapitre 3, consacré à Amsterdam au XVIIe siècle. Alors, concernant
l'histoire de la principale colonie néerlandaise, histoire de l'Indonésie en que sais-je, un autre ouvrage qui s'appelle L'Indonésie d'Olivier Sevin dans la même collection, mais qui est en fait aussi une histoire de l'Indonésie, même si les chapitres concernant l'époque actuelle sont plus importants, de Paul Zunter, qui est un romaniste, un grand spécialiste de la langue romane au Canada. Je ne sais pas pourquoi il a écrit un ouvrage sur la vie quotidienne en Hollande au temps de Rembrandt. De Simone Chama, une excellente histoire des mentalités des Provinces-Unies au XVIIe siècle, qui s'intitule « L'embarras de richesse, la culture hollandaise au siècle d'or » chez Gallimard. C'est un essai tout à fait remarquable et extrêmement documenté. Je n'ai pas eu l'occasion de vous parler de l'histoire intellectuelle des Pays-Bas. Retenez au moins l'existence d'un grand savant, d'un grand philosophe rationaliste qui est Spinoza. Je vais montrer les 4 ouvrages parus en traduction du latin, donc traduction en français du latin dans Garnier-Flammarion. Le 1. Alors le 2, c'est son traité théologico-politique dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler, puisqu'il y a un chapitre qui remet en question complètement dans ce traité l'origine mosaïque, c'est-à-dire, l'origine mosaïque du Pentateuque, c'est-à-dire qu'il remet en question la thèse qui prévalait jusqu'alors, selon laquelle c'était Moïse qui avait écrit la Bible, l'Ancien Testament, la Torah. Alors ici, son éthique, alors là c'est un ouvrage très très important pour le XVIIe siècle. Alors c'est un ouvrage qui met en évidence l'idée que la liberté n'a pas de prix, que la raison n'a de sens que pour nous faire agir. Et enfin, son traité politique et ses lettres. Voilà, alors je voudrais vous montrer maintenant quelques reproductions d'œuvres d'art de grands peintres du XVIIe siècle, car le siècle d'or hollandais est le siècle de la peinture hollandaise. Je vous montre un tableau célèbre qui se trouve, ça donne quelque chose? Oui. Au Rijksmuseum à Amsterdam. Vous avez ici le syndic des drapiers. Alors, l'idée de Rembrandt, c'était de rassembler autour d'une table toute une série de personnages qui regardent le spectateur, mais cette idée est au fond une prolongation de cette scène dramatique mise au point par Léonard de Vinci dans la dernière scène. Alors, vous avez pu voir d'ailleurs dans ce tableau la richesse des personnages. Alors le tableau sans doute le plus célèbre de Rembrandt, c'est la ronde de nuit, la Nachtrond, qui se trouve également au Rijksmuseum, où là vous voyez une autre corporation, celle de soldats qui gardent la ville. Vous voyez à l'avant-plan un capitaine et un lieutenant. Enfin, du même Rembrandt, alors la fameuse leçon d'anatomie, où là le côté dramatique est encore plus évident, parce que quand je parle de dramatique pour le syndic des drapiers, le terme est évidemment exagéré. Mais regardez ici, c'est la leçon d'anatomie du professeur Van Hulp, hein, où vous voyez donc des médecins qui sont en train d'observer un cadavre que le professeur est en train de disséquer. Alors, je vous montre maintenant quelques œuvres de Vermeer de Delft, qui lui s'est intéressé plus particulièrement à des scènes intimistes. Vous voyez ici son célèbre tableau qui, je crois, soit il se trouve au Rijksmuseum, soit il se trouve au Mauritshuis aux Pays-Bas. Alors là, ça s'appelle La Ruelle.
Donc vous voyez, c'est un univers assez intimiste, hein, qui n'a pas grand-chose à voir avec les tableaux des peintres français ou espagnols de la même époque. Alors un autre tableau aussi, attendez, j'en avais un autre, allez, très célèbre, je ne retrouve plus, ah ben voilà, hein. Vous voyez ici, tableau hyper célèbre donc de cette femme où dominent les bleus qui sont déclinés. Voilà, elle a une carte derrière elle, donc vous voyez cette ambiance intimiste qui est typique des tableaux de Vermeer de Delft. Enfin, dans le même état d'esprit que ce qu'on a pu voir d'ailleurs pour Rembrandt pour ses corporations, je vous montrerai au moins ce tableau-ci. Vous voyez que ça va dans le même sens. On voit là, comment dirais-je, cet esprit néerlandais, fier de lui, indépendantiste, assez gaillard, de nouveau des soldats. Hein. Il s'agit d'un tableau de Frans Hals. Voilà, j'ai dit.